Je ne savais pas. Ah, je ne crois pas. Vous travaillez ici. Oh mon Dieu. Tout a commencé par un après-midi qui semblait parfaitement normal pour eux. Raphaël était en train de finaliser l'acquisition d'une petite entreprise de technologie en banlieue de Lyon, une affaire à 8 chiffres qui allait s'ajouter à l'empire qu'il avait construit. Il était assis dans le silence climatisé de son bureau du 8e arrondissement, face à la Seine. Dehors, Paris étouffait sous un soleil de juillet. Mais ici, tout était ordre, marbre et efficacité. Sa femme, Alba, était à la maison, rue de Varennes, probablement en train de surveiller l'installation des nouvelles œuvres d'art qu'ils avaient achetées à Bâle. Alba était une présence élégante, un accessoire parfait pour sa réussite, toujours impeccable, toujours au courant des dernières tendances, mais surtout, une femme qui ne posait jamais de problèmes inattendus. Le problème inattendu, ce fut son estomac. Pas une douleur lancinante, juste une crampe aiguë, soudaine comme un coup de couteau mal placé, qui l'a forcé à se pencher sur son bureau, retenant sa respiration. Il détestait les faiblesses physiques. Il avait 45 ans, s'entraînait 3 fois par semaine, et son corps était censé être aussi fiable que ses investissements. Il a attendu quelques secondes, espérant que ça passe. Ça n'est pas passé. C'est revenu, plus fort, l'obligeant à lâcher le stylo. Il a appelé son assistante, Clara, d'une voix courte. « J'ai besoin qu'on me trouve un médecin. Maintenant. Je ne veux pas des urgences publiques. Je veux la clinique Saint-Augustin. Et je veux une entrée discrète. » 20 minutes plus tard, il était dans le siège arrière de son S-Class blindé. Alba assise à côté de lui, visiblement agacée par le changement de programme. Elle avait dû interrompre une discussion cruciale avec l'installateur de la fibre optique pour le suivre. « Franchement, Raphaël, tu es sûr que ce n'est pas juste les sushis d'hier soir? Tu as l'air parfaitement bien. J'ai eu mal, Alba. Très mal. Et je ne prends pas de risque. Si c'est une connerie, tant mieux. Mais je n'ai pas le temps de tomber malade. » Alba a soupiré, sortant un petit miroir de son sac Hermès pour vérifier son rouge à lèvres. Elle s'inquiétait surtout de l'odeur du désinfectant qui allait s'accrocher à ses vêtements en soie. La clinique Saint-Augustin, située dans un quartier tranquille et discret, était l'endroit où se soignaient les gens qui n'aimaient pas les files d'attente. L'entrée était d'une sobriété calculée, luxueuse, sans être ostentatoire. Dès qu'ils sont arrivés, le portier a ouvert la porte de la voiture. Le chauffeur a donné le nom de Raphaël et ils ont été dirigés vers une salle d'attente privée, petite, avec des fauteuils en cuir et une fontaine d'eau filtrée. Raphaël s'est assis, serrant sa mâchoire. La douleur était maintenant sourde, une gêne persistante dans son flanc droit. Il regardait son téléphone, essayant de rattraper les emails en retard, refusant de laisser ce contretemps lui voler son temps. Alba, elle, feuilletait un magazine de mode italien, faisant des commentaires à voix basse sur la nouvelle collection de Dior. « Regarde-moi ça, Raphaël, c'est impossible à porter. » Il n'a pas répondu. Il attendait. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Raphaël a levé les yeux, prêt à se lever et à suivre l'infirmière ou le médecin qui viendrait le chercher. Il s'attendait à un homme d'une 50aine d'années, en blouse impeccable et avec un nom à particules. Ce qu'il a vu, c'est une femme. Elle portait l'uniforme bleu ciel des infirmières de la clinique, un peu trop serré, et ses cheveux châtains étaient attachés en queue de cheval lâche. Elle tenait un dossier de plastique blanc. Mais ce n'était pas seulement la tenue ou le dossier qui l'a frappée, c'était la façon dont elle portait son corps. Elle était enceinte, très enceinte. On devait être au moins au 7e ou 8e mois. La grossesse lui donnait une démarche légèrement balancée, et elle avait cette fatigue lumineuse sur le visage que Raphaël avait toujours associée, de loin, aux femmes qui travaillent debout toute la journée. Elle a levé les yeux du dossier, et c'est là que le monde de Raphaël a basculé. Le sang s'est retiré de son visage. La douleur dans son ventre a complètement disparu, remplacée par un vide glacé qui s'est propagé dans sa poitrine. Louise. Il n'avait pas vu Louise depuis 4 ans. 4 ans, 2 mois et quelques jours, depuis qu'il avait signé les papiers du divorce et qu'elle était partie, refusant toute pension alimentaire, exigeant seulement de disparaître de sa vie. Elle était là, devant lui, dans une clinique privée où il venait dépenser une fortune, et elle était l'une des employées, une infirmière, enceinte. Elle a mis un instant à le reconnaître aussi. Son expression est passée de la neutralité professionnelle à une surprise brute, non filtrée. Ses yeux, ces grands yeux noisettes qu'il avait aimés, se sont légèrement rétrécis. Elle a serré le dossier contre son ventre. « Monsieur Mercier ?» a-t-elle demandé, sa voix professionnelle mais légèrement rocailleuse. Raphaël n'a pas pu parler.
Il a juste hoché la tête, fixant l'arrondi sous sa blouse. Alba, enfin, a levé les yeux du magazine. Elle n'avait aucune idée de qui était cette femme. Elle voyait juste une infirmière enceinte, ce qui était à la limite de l'acceptable pour une clinique de ce standing. « C'est vous qui allez vous occuper de lui ?» a demandé Alba, avec une pointe de condescendance. Louise a ignoré Alba avec un calme olympien. Elle ne regardait que Raphaël. Il y avait une tension palpable entre eux, un câble tendu reliant un passé qu'il avait soigneusement enterré et ce présent impossible. « Veuillez me suivre, monsieur Mercier. Le docteur Dubois vous attend. » Raphaël s'est levé, ses jambes semblant soudain étrangères. Il était grand, imposant, habitué à dominer n'importe quelle pièce. Mais là, il se sentait petit, démasqué. Il a suivi Louise dans le couloir. Alba marchant juste derrière lui, ses talons claquant sur le sol poli. « Attends, Raphaël, tu ne vas pas l'aider ?» Elle a l'air d'exploser d'un moment à l'autre, a chuchoté Alba, se rapprochant. Raphaël s'est forcé à regarder droit devant lui. « Tais-toi, Alba. » C'était la première fois qu'il lui parlait avec une telle dureté depuis des mois. Alba s'est immédiatement vexée, mais elle a obéi, sentant que quelque chose n'allait pas, que l'air était chargé d'une électricité qu'elle ne comprenait pas. Louise les a conduits dans une petite salle d'examen. Elle a ouvert la porte, s'est effacée pour les laisser entrer, puis s'est placée près du bureau, le dos droit, attendant. Raphaël est entré. Il n'a pas pu s'empêcher de faire le calcul. Il l'avait quittée il y a 4 ans. Elle était partie refaire sa vie, loin de la pression de son nom et de son argent. Il avait toujours imaginé qu'elle aurait trouvé un travail dans une galerie d'art ou qu'elle aurait voyagé. Certainement pas qu'elle serait revenue à sa formation initiale d'infirmière et encore moins qu'elle serait sur le point d'accoucher. La seule question qui résonnait dans son crâne comme un gong, était simple, brutale. De qui était cet enfant? Il était obsédé par le ventre. Il regardait la blouse bleue tendue, cet espace qui contenait la preuve d'une vie qu'elle avait construite sans lui, une vie qu'elle avait choisie. Le silence dans la pièce était insupportable. Alba était assise sur le tabouret, tapant du pied. Raphaël était debout, les mains dans les poches, la fixant. Louise a finalement rompu le silence, sa voix redevenue totalement professionnelle. « Veuillez vous asseoir sur la table d'examen, monsieur Mercier. Le docteur Dubois arrive. Je vais juste prendre vos constantes avant. » Elle a pris le tensiomètre et s'est approchée de lui. Le contact de sa peau, même à travers le tissu de sa chemise en lin, a envoyé un choc dans le bras de Raphaël. C'était la même odeur qu'avant, un mélange de savon neutre et de ce parfum léger, fleuri qu'elle seule portait. Il s'est assis, obéissant bêtement. Pendant qu'elle enroulait le brassard autour de son bras, leurs yeux se sont rencontrés à nouveau. Cette fois, il n'y avait pas de surprise, seulement une tristesse ancienne et une détermination froide. « Tu vas bien, Raphaël ?» a-t-elle demandé, sa voix à peine audible pour Alba. Il a dégluti. « Oui. Et toi ?»« Je travaille. » C'était tout. Un résumé de 4 années. Il travaillait, elle travaillait. Mais elle était en train de créer une famille. Alba a toussé bruyamment. « Votre tension est bonne, monsieur Mercier, » a dit Louise, notant les chiffres sur son dossier. Elle a reculé, gardant une distance respectueuse, mais Raphaël sentait que chaque mouvement de sa part était calculé pour minimiser la proximité. « Alors, c'est quoi cette histoire ?» a demandé Raphaël, le ton bas, s'assurant qu'Alba ne puisse pas l'entendre distinctement. Louise a soupiré, un petit mouvement de tête. « Ce n'est pas le moment, Raphaël. Je suis au travail, et vous êtes mon patient. Je t'ai cherché, a-t-il affirmé. Après le divorce, j'ai demandé à Clara. » Un petit sourire amer a étiré les lèvres de Louise. « J'ai bien fait le ménage. Et cet enfant ?» La question était sortie sans qu'il puisse la retenir. Elle était indécente, intrusive, mais il ne pouvait pas la rétracter. Louise a posé le dossier sur le bureau et a croisé les mains sur son ventre. Elle ne s'est pas énervée, elle n'a pas crié. Elle a juste regardé l'homme qui avait été son mari pendant 7 ans. L'homme qui avait cru qu'il suffisait de jeter de l'argent pour faire disparaître les problèmes. « Il n'est pas de toi, Raphaël. » La réponse était si rapide, si catégorique, qu'elle aurait dû le rassurer. Au lieu de cela, elle l'a frappé encore plus fort. Non seulement elle avait refait sa vie, mais elle l'avait fait avec quelqu'un d'autre. Et la preuve vivante de cette nouvelle vie était là, sur le point d'arriver. Il a senti une vague de jalousie absurde et puissante monter en lui. C'était lui qui l'avait quitté. C'était lui qui avait choisi Alba, la légèreté, la richesse sans complications. Pourtant, voir Louise, dans cette blouse de travail, portant l'enfant d'un autre homme, lui donnait l'impression d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable. Alba s'est levée, impatiente. Elle ne peut pas se dépêcher, cette infirmière.
Louise a tourné la tête vers Alba, pour la première fois. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, juste une lassitude infinie. « Le docteur Dubois est là, madame, » a dit Louise, ouvrant la porte. Un homme mince, aux cheveux gris, est entré, souriant poliment. « Bonjour, monsieur Mercier. Je suis le docteur Dubois. Alors, qu'est-ce qui nous amène dans ces beaux locaux ?» Pendant que Raphaël expliquait ses symptômes, la crampe, la localisation, il ne pouvait s'empêcher de surveiller Louise. Elle se tenait dans un coin, notant méticuleusement les informations sur sa tablette, son visage impassible. Elle était passée d'ex-femme à simple assistante médicale en une seconde. Le docteur Dubois, après quelques questions et une palpation rapide, a décidé qu'il fallait faire des analyses de sang et une échographie pour écarter l'hypothèse d'une crise de colique néphrétique. « Louise, vous pouvez accompagner monsieur Mercier pour les prélèvements ?» Raphaël a senti la panique monter. Être seul avec elle, dans un endroit exigu alors que sa nouvelle femme était là à attendre, c'était un cauchemar psychologique. « Bien sûr, docteur », a répondu Louise, sans une once d'hésitation. Elle a pris une petite boîte d'échantillons. « Suivez-moi, monsieur Mercier. Madame, vous pouvez attendre ici si vous préférez. » Alba a immédiatement saisi l'occasion. « Oh oui, je crois que je vais rester. Je déteste les odeurs de laboratoire. » Raphaël n'a pas protesté. Il ne pouvait pas. Il était sous le choc, engourdi par la rencontre. Il a suivi Louise hors de la salle d'examen et dans les couloirs plus impersonnels de la clinique, ceux qui menaient aux zones techniques. Ils sont arrivés devant une petite salle. Louise a ouvert la porte et est entrée. Elle a allumé la lumière et l'odeur de l'alcool à friction l'a frappée. « Asseyez-vous sur ce siège, s'il vous plaît. » Il s'est assis. Il a regardé la ligne de son cou, le léger gonflement de ses chevilles. Elle était tellement différente de la femme qu'il avait épousée, celle qui passait des heures à choisir ses tenues de soirée. Cette Louise-là était ancrée dans le réel, dans le travail, dans l'attente d'une autre vie. « Tu as l'air heureuse », a-t-il dit, la voix rauque. Elle préparait le matériel. Elle a sorti l'aiguille stérile, le tube. Le bonheur n'est pas le sujet, Raphaël. C'est la vie. Elle s'est approchée de lui, son ventre touchant presque son bras. La proximité était insoutenable. « Je n'ai pas eu de nouvelles de toi, pas un mot. Je voulais que tu passes à autre chose, a-t-elle murmuré, lui attachant le garrot. Et visiblement, tu l'as fait. Elle a désinfecté son bras avec une efficacité mécanique. Et toi, tu as trouvé un nouveau mari? Elle a piqué. Le geste était précis, rapide. Raphaël n'a rien senti. Ça, c'est mon affaire, Raphaël. Ne compliquons pas les choses. Je suis ton infirmière, c'est tout. Il a regardé le sang remplir le tube. Son sang, manipulé par les mains de la femme qu'il avait aimée, le symbole de tout le gâchis qu'il avait laissé derrière lui. « Comment tu peux travailler dans cet état ?» a-t-il demandé, pointant du menton son ventre. « Il faut bien payer les factures », a-t-elle répondu simplement. Elle a retiré l'aiguille, posé le coton. Elle a mis un pansement. Elle a refermé les tubes d'échantillons. Tout s'était passé en moins de 60 secondes. Elle a pris le dossier. « Tu peux retourner dans la salle d'examen. Je reviendrai te chercher pour l'échographie. » Il s'est levé. Il voulait dire quelque chose, demander qui était le père, s'excuser pour le passé, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Louise, elle l'a coupé net, les yeux fixés sur la porte. « Va-t'en, Raphaël, s'il te plaît. » Il a obéi, retournant dans la salle où Alba attendait, l'air de s'ennuyer à mourir. Il s'est assis, le cœur battant à toute vitesse. Il n'avait plus mal au ventre, mais il avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'âme. Alba l'a regardé. « Alors, c'est bon? Tu as fait ton prélèvement? On peut y aller? » « Non, il y a l'échographie. »« Encore? Mais c'est d'un ennui. » Raphaël s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Écoute-moi bien, Alba, je ne suis pas d'humeur. Reste tranquille. » Il fixait le mur, mais ne voyait que la silhouette de Louise et l'arrondi de sa grossesse. Ce n'était pas juste qu'elle ait refait sa vie. C'était le fait qu'elle ait réussi à construire quelque chose d'authentique, loin de lui, alors qu'il était là, avec sa richesse, toujours aussi vide. 10 minutes plus tard, la porte s'est ouverte à nouveau. Ce n'était pas Louise. C'était une autre infirmière, plus jeune, qui souriait. « Monsieur Mercier, veuillez me suivre pour l'échographie. » Raphaël s'est levé, presque soulagé. Il ne pouvait pas supporter un autre face-à-face avec Louise, pas tout de suite. Il avait besoin de temps pour comprendre ce qu'il venait de voir. Il a suivi la nouvelle infirmière, laissant Alba soupirer derrière lui. Dans la salle d'échographie, le médecin l'a fait s'allonger et a appliqué le gel froid. Raphaël regardait l'écran flou, essayant de se concentrer sur son rein, mais son esprit était ailleurs.
Alors que le médecin faisait glisser la sonde, la porte s'est ouverte doucement. C'était Louise. Elle avait une feuille à la main. « Docteur, j'ai les résultats d'urgence de Monsieur Mercier. » Elle est entrée, se tenant à une distance respectable. Raphaël a tourné la tête vers elle. Elle ne regardait que le médecin. « Ah, parfait, Louise. Voyons ce que ça donne, » a dit le médecin. Louise a lu les chiffres. Le médecin a écouté, hochant la tête. Rien d'alarmant au niveau des reins, Monsieur Mercier. Juste une petite irritation. Probablement rien de grave. Nous allons juste vérifier la vésicule au passage. Louise a fait un pas de côté pour éviter de déranger le médecin. C'est là que Raphaël a remarqué un petit détail. Un minuscule anneau d'or, fin et discret, à l'annulaire de Louise. Elle était mariée, ou du moins fiancée. Il a détourné le regard, fixant le plafond. Il avait laissé la femme qu'il aimait. Il l'avait remplacée par un trophée. Et maintenant, il était là, exposé, vulnérable. Tandis qu'elle avait une vie simple, un travail, et très bientôt une famille. Il a senti la colère monter, une colère dirigée contre lui-même. « C'est bon, docteur, j'ai compris. Je peux me rhabiller ?» Le docteur, surpris par la brusquerie de Raphaël, a acquiescé. « Oui, bien sûr. Je vais juste vous donner une ordonnance pour des antispasmodiques. » Raphaël s'est redressé, essuyant le gel avec le papier qu'on lui tendait. Il a regardé Louise une dernière fois. Elle tenait toujours la feuille de résultat. Attendant que le médecin ait fini, il s'est levé. Il a mis sa chemise. « Merci, Louise, » a-t-il dit, le mot sonnant étrangement lourd dans la pièce. Elle n'a pas levé les yeux. « C'est mon travail, Monsieur Mercier. » Il est sorti, laissant derrière lui l'odeur de désinfectant et le fantôme de son mariage. Il est retourné dans la salle d'attente. Alba était toujours là, sur son téléphone. « Enfin, on y va? On a déjà perdu la moitié de l'après-midi. » Raphaël n'a pas répondu. Il s'est dirigé vers la sortie, sans attendre le docteur Dubois, sans attendre l'ordonnance. Il a juste marché, rapidement. « Raphaël, tu vas où? On n'a pas payé? »« Je m'en fiche, Alba, on paiera plus tard. » Il avait besoin de sortir, il avait besoin d'air. Il avait besoin de comprendre pourquoi la simple vue de son ex-femme enceinte avait fait s'effondrer le mur de certitude qu'il avait mis 4 ans à construire. Il est sorti dans la chaleur écrasante de Paris. Le chauffeur a ouvert la porte. Raphaël s'est engouffré à l'intérieur. « Rentrons » a-t-il ordonné, la voix tendue. Alba est montée, furieuse de cette sortie précipitée. « Mais enfin, Raphaël, qu'est-ce qui t'a pris ?» Il s'est tourné vers elle, et il y avait une froideur dans son regard qu'elle n'avait jamais vue. « J'ai vu quelque chose, Alba. Quelque chose qui m'a rappelé que ma vie est une putain de blague. » Alba a froncé les sourcils, totalement perdue. « Je ne comprends pas. C'était qui, cette infirmière ?» Raphaël a regardé par la fenêtre, le luxe de la ville défilant. « C'était mon passé, Alba. Et il est sur le point d'accoucher. » Le choc de l'avoir revue, la vérité de sa situation, tout cela l'a frappé de plein fouet. Il devait savoir. Il devait savoir qui était le père et comment elle avait pu refaire sa vie si complètement sans lui. Il ne pouvait pas laisser ça comme ça. Il a sorti son téléphone et a envoyé un message à Clara, son assistante. « Trouve-moi tout sur une infirmière nommée Louise Mercier. » Son nom de jeune fille était Dupont. Elle travaille à Saint-Augustin. Je veux le dossier complet, son adresse. Son compagnon. Tout. Il a rangé son téléphone, le regard fixé sur l'horizon. La crampe dans son ventre était revenue. Mais cette fois, elle n'était pas physique. C'était le début d'une obsession. Le silence dans la Mercedes blindée était plus lourd que la chaleur de juillet. Raphaël regardait les immeubles haussmanniens défiler, mais il ne voyait que le couloir froid de la clinique Saint-Augustin. Il revoyait Louise, sa blouse tendue, le petit anneau d'or sur son annulaire. Alba, à côté de lui, avait fini par se calmer, réalisant que le ton de Raphaël n'appelait aucune discussion. Elle tapotait des messages, sans un regard pour lui. « Je ne comprends toujours pas pourquoi tu es parti comme ça », a-t-elle finalement murmuré, son ton se voulant blessé mais sonnant surtout agacé. « On est censé avoir une réunion avec l'architecte à 19h. » Raphaël a fermé les yeux. La réunion avec l'architecte pour décider si le sol de la piscine intérieure serait en marbre de Carrare ou en basalte d'Islande lui paraissait soudainement le sommet de l'absurdité humaine. « Annule. Dis que j'ai un malaise. » Mais annule, Alba. Je ne veux voir personne. Il l'avait épousée parce qu'elle était simple, belle, et qu'elle faisait partie de la décoration. Elle ne réclamait pas de profondeur, juste de la brillance. Et maintenant, cette absence de profondeur l'étouffait. Il avait passé 4 ans à se convaincre que la légèreté était la liberté. Louise lui avait montré que la légèreté n'était qu'un vide bien emballé. Quand ils sont arrivés rue de Varennes, l'appartement respirait le luxe et la distance.
Les œuvres d'art étaient parfaitement éclairées. L'air sentait le frais, le propre, le neuf. C'était une galerie, pas une maison. Alba a immédiatement filé à l'étage pour se changer, prétextant qu'elle avait besoin de se débarrasser de l'odeur d'hôpital. Raphaël, lui, est resté dans le salon, devant la baie vitrée, fixant le jardin intérieur où rien ne poussait sans l'intervention d'un jardinier payé à l'heure. Il a pris une bouteille d'eau minérale, glacée, et s'est assis lourdement sur un fauteuil en velours gris. Le message à Clara était parti il y a une demi-heure. Son assistante était une machine de guerre. Elle ne posait jamais de questions. Elle livrait les résultats. Il repensait à leur divorce. C'était lui qui avait insisté. Louise était devenue trop exigeante, trop critique de son obsession pour le travail, de son besoin de toujours plus. Elle voulait un week-end à la campagne. Il lui offrait un jet privé pour Milan. Elle voulait un enfant. Il lui disait qu'ils avaient le temps, qu'il fallait d'abord consolider l'empire. Il avait cru qu'il était le puissant, celui qui prenait les décisions. Il avait cru que Louise, sans lui, s'effondrerait, ou du moins vivrait une vie de privation et de regret. Il l'avait imaginée dans un petit studio, regrettant les dîners au Ritz. Au lieu de ça, elle était là, dans son uniforme, rayonnante de cette fatigue physique des gens qui font des choses, et portant la preuve qu'elle avait avancé, sans lui. Le téléphone a vibré. C'était Clara. Un fichier crypté, un PDF sans aucun texte dans le corps du message. L'efficacité habituelle. Raphaël a ouvert le fichier. Ses mains n'étaient pas stables. Il a dû poser le téléphone sur la table basse pour lire. Le dossier était exhaustif. Louise Dupont, 38 ans, infirmière diplômée d'État, avait repris son activité il y a 2 ans après une longue pause. Domicile, 18e arrondissement, près des Abbesses. Un appartement de 60 mètres carrés, loin de la rue de Varennes. Il a fait défiler, cherchant le nom de l'homme. Compagnon, Jules Moreau, 42 ans. Raphaël s'est penché en avant, absorbant l'information. Jules Moreau, profession, enseignant spécialisé. Il travaillait avec des enfants en difficulté scolaire dans une école publique du 19e. Un enseignant, un homme qui travaillait pour un salaire fixe, pour une cause qui n'avait rien à voir avec le profit ou les marchés boursiers. Raphaël a reniflé, un mélange de mépris et de dégoût. Mais le dégoût était faux. C'était une façade pour masquer la piqûre d'envie. Il a continué à lire. Jules Moreau et Louise s'étaient rencontrés il y a 2 ans et demi, lors d'une mission humanitaire locale pour aider les sans-abri pendant l'hiver. Louise y était bénévole, Jules aussi. Les photos jointes étaient des captures d'écran des réseaux sociaux de Jules Moreau qui n'étaient pas privés. Il y avait des clichés de vacances, pas des Maldives, des randonnées dans les Pyrénées. Des photos d'un homme grand avec une barbe courte bien entretenue, un sourire large et honnête, et des yeux rieurs. Il portait des pulls à grosses mailles et des jeans. Il n'y avait pas de costume sur mesure, pas de montre à 50 000 €. Et puis, il y avait les photos récentes, des photos de Louise et Jules posant devant un mur de briques, les mains de Jules posées avec une tendresse infinie sur le ventre de Louise. Raphaël a senti son estomac se nouer à nouveau. La douleur physique avait été un avertissement. Celle-ci était la réalité. Le commentaire sous une photo postée il y a 1 semaine. L'attente touche à sa fin. Notre petit Arthur arrive bientôt. Arthur, pas Raphaël Junior, pas un nom de pouvoir, juste un nom doux, simple. Il avait passé des années à éviter de penser à Louise, à refouler l'idée qu'elle puisse être heureuse. Il avait toujours imaginé qu'elle vivait une vie de substitution, qu'elle attendait son retour, ou du moins qu'elle avait échoué. Mais elle avait réussi. Elle avait construit quelque chose de réel, de tangible, avec un homme qui semblait fait pour elle, un homme qui partageait ses valeurs, un homme qui était présent. Il a regardé la photo d'Arthur Moreau, le futur père, souriant devant un marché bio. L'idée que cet homme, cet enseignant, allait avoir l'enfant que Raphaël n'avait jamais pris le temps d'avoir avec Louise, le rendait fou. Il a balayé l'écran du doigt pour revenir au début du dossier. Il a relu les détails du domicile. 3e étage, sans ascenseur. Il a imaginé Louise à 8 mois de grossesse, montant les escaliers avec ses courses. Il a imaginé la difficulté, la fatigue, mais aussi la chaleur d'un foyer. Ici, chez lui, la vie était facile, mais froide. Alba était descendue, vêtue d'une robe d'intérieur en soie, son rouge à lèvres fraîchement refait. « Qu'est-ce que tu lis ? C'est ennuyeux, n'est-ce pas ?» Raphaël a levé les yeux vers elle. Il l'a vue comme il ne l'avait jamais vue, une étrangère élégante. Elle avait un profil parfait, mais il n'y avait rien derrière. Non, ce n'est pas ennuyeux, c'est la vérité.
Quelle vérité! Il a fermé le fichier et a jeté le téléphone sur le coussin. Il n'allait pas lui parler de Louise. Elle ne comprendrait pas. Rien. Juste des chiffres qui ne correspondent pas. Alba a haussé les épaules et a pris son propre téléphone. « J'espère que tu iras mieux demain. J'ai une dégustation de vin à Bordeaux. Tu devrais venir. Ça te changerait les idées. » Raphaël n'a pas répondu. Il s'est levé et a marché vers son bureau. Le problème n'était pas la douleur physique. Le problème était que Louise avait validé son propre choix de vie. Elle avait démontré qu'il était possible de trouver le bonheur en dehors de la prison dorée qu'il avait construite. Il s'est assis derrière son immense bureau en ébène. Il avait l'habitude de contrôler. Il contrôlait des milliers d'employés, des milliards d'euros. Mais il n'avait aucun contrôle sur cette histoire. L'idée de laisser Louise disparaître à nouveau, de la laisser vivre sa vie avec Jules et Arthur, de la laisser heureuse, était insupportable. Ce n'était pas de l'amour qu'il ressentait, pas au sens romantique. C'était la rage de l'homme qui découvre qu'il a jeté un diamant en pensant que c'était un caillou. Il devait la revoir. Il devait parler à Jules Moreau. Il devait comprendre comment cet homme avait réussi là où lui, Raphaël, avait échoué. Le lendemain matin, Raphaël s'est réveillé tôt, sans les douleurs, mais avec une idée fixe. Alba dormait encore. Elle n'était pas une lève-tôt, à moins qu'il n'y ait un vol pour New York à prendre. Il s'est habillé rapidement, un jean et un pull en cachemire, des vêtements plus discrets que ses costumes habituels. Il voulait se fondre dans la masse, ce qu'il n'avait pas fait depuis 20 ans. Il a pris les clés de sa Porsche, celle qu'il conduisait rarement, et est sorti sans prévenir le chauffeur. Son plan était simple, aller voir où Louise vivait. Il a traversé Paris, le trafic matinal de la rive droite. Chaque kilomètre le rapprochait d'un monde qu'il avait abandonné, le 18e arrondissement, avec ses rues étroites, ses cafés qui sentèrent le pain frais et le marché. C'était vivant, bruyant, réel. Il a trouvé l'adresse sur le dossier de Clara, une petite rue pavée, typique de Montmartre. Il a garé la Porsche un peu plus loin, dans un parking souterrain, pour ne pas attirer l'attention. L'immeuble était ancien, en pierre de taille, avec des balcons en fer forgé. Il n'y avait pas de concierge en uniforme, juste une porte d'entrée en bois massif, usée par le temps. Raphaël s'est posté en face, dans l'entrée d'une boulangerie, faisant semblant de regarder le menu. Il n'avait aucune intention d'acheter une baguette, mais il avait besoin d'une couverture. Il attendait. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Simplement la voir, peut-être. Confirmer que tout cela n'était pas une hallucination. Au bout de 20 minutes, la porte s'est ouverte. C'était Jules Moreau. Il portait un sac à dos et tenait un vélo à la main. Il était encore plus grand que sur les photos. Il avait l'air décontracté, mais énergique. Il a regardé l'heure à sa montre, puis a souri à quelqu'un à l'intérieur. « Je t'appelle à midi », a-t-il lancé, sa voix portant légèrement. « N'oublie pas le rendez-vous. » Il a enfourché son vélo et a disparu dans la rue. Raphaël a attendu 5 minutes de plus, le cœur serré. Le rendez-vous? Un rendez-vous médical? Le terme de Louise était si proche. Puis, la porte s'est ouverte à nouveau. C'était Louise. Elle avait les cheveux lâchés aujourd'hui et portait une robe d'été légère en lin qui moulait clairement sa silhouette. Elle avait l'air fatiguée mais belle. Elle tenait un sac de toile à l'épaule. Elle n'était pas en uniforme. Elle n'allait pas à la clinique. Elle a marché lentement, avec cette démarche balancée vers le bas de la rue, où se trouvait l'arrêt de bus. Raphaël a mis sa casquette de baseball plus bas sur ses yeux. Il est sorti de la boulangerie et l'a suivi, gardant une distance respectable. Il se sentait ridicule, un milliardaire jouant à l'espion dans le 18e arrondissement. Elle a pris le bus. Raphaël a hésité une seconde. Il ne prenait plus le bus depuis l'université. Il a finalement fait signe à un taxi qui passait. « Suivez ce bus, s'il vous plaît. » Discrètement. Le chauffeur a levé un sourcil dans le rétroviseur mais n'a rien dit. L'argent parlait. Le bus s'est arrêté quelques stations plus loin, près de la place de Clichy. Louise est descendue. Elle a marché un peu, puis est entrée dans un bâtiment qui ne ressemblait pas à une clinique. C'était une structure moderne, en verre et acier, avec un petit panneau à l'entrée. Maison des associations du 9e arrondissement. Raphaël a payé le taxi et l'a congédié. Il s'est approché de l'entrée. Il a vu Louise s'engouffrer dans le hall. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle n'était pas censée travailler à Saint-Augustin. Il est entré dans le hall. Il y avait des affiches partout. Cours de yoga prénatal, atelier de cuisine solidaire, réunion de quartier. Il a repéré Louise. Elle était assise à une table dans un coin, discutant avec 2 autres femmes, toutes 2 enceintes aussi, mais moins avancées.
Elle avait l'air détendue, bavardant avec un sourire facile. Raphaël s'est caché derrière un pilier, se sentant de plus en plus absurde. Il a compris. Louise ne travaillait pas, tous les jours, à la clinique. Elle faisait des remplacements, probablement pour mettre de côté avant l'arrivée du bébé. Et le reste du temps, elle vivait sa vie, une vie sociale, communautaire. Il a tiré son téléphone. Il a envoyé un message à Clara, encore. Vérifie l'emploi du temps de Louise Dupont. Je veux savoir quand elle est à Saint-Augustin et quand elle est libre. Et trouve-moi un prétexte pour la voir, sans que ça ait l'air personnel. Quelque chose de professionnel. Il a regardé Louise. Elle riait. Un rire franc, sans calcul. Le genre de rire qu'il n'avait plus entendu depuis des années. Il s'est rappelé les dîners d'affaires avec Alba, où les rires étaient mesurés, stratégiques. Tout était une transaction. Louise s'est levée, saluant ses amis. Elle a traversé le hall pour se diriger vers une petite cafétéria. Raphaël a hésité. Il devait partir. Il ne pouvait pas se montrer ici, au milieu d'un cours de préparation à l'accouchement. Mais il n'a pas pu bouger. Il a regardé l'heure. C'était bientôt midi. Jules allait l'appeler. Il a reculé vers la sortie, le besoin d'intervenir, de briser cette bulle de simplicité, devenant pressant. Il ne pouvait pas juste la laisser. Une idée, terrible et brillante, a traversé son esprit. Il avait toujours utilisé l'argent comme un outil pour résoudre les problèmes. Mais ici, l'argent n'était pas la solution. C'était le problème. Alors, il allait l'utiliser pour créer une situation. Il a envoyé un dernier message à Clara avant de monter dans un autre taxi. Contacte le directeur de la clinique Saint-Augustin. Dis-lui que j'ai été très impressionné par l'efficacité de son personnel. Je veux faire un don significatif à l'établissement. 20 000 € pour le fonds d'équipement. Je veux que la donation soit remise personnellement à l'infirmière qui s'est occupée de moi, Louise Dupont, lors d'une petite cérémonie informelle. Dis que c'est une question de principe. C'était parfait. C'était professionnel, généreux et totalement indéniable. Et cela forcerait Louise à le revoir en dehors de la salle d'examen, mais toujours dans un cadre professionnel. Elle ne pourrait pas refuser. Il a regardé l'agitation de Paris défiler. Il rentrait chez lui dans sa cage dorée. Mais cette fois, il ramenait un plan. Il allait forcer le passé à se confronter au présent. Il voulait voir Louise réagir à son argent, à son pouvoir, maintenant qu'elle avait Jules Moreau. Il n'avait plus mal au ventre. La crampe s'était déplacée, installée dans son esprit, et elle ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas obtenu ce qu'il voulait. Une explication, un aveu, ou au moins la confirmation qu'elle n'était pas aussi heureuse qu'elle en avait l'air. S'il avait tout perdu, elle ne pouvait pas avoir tout gagné. C'était une question d'équilibre. En arrivant devant son immeuble, il a appelé son banquier. Le transfert devait être fait immédiatement. Le temps pressait. Le petit Arthur allait arriver. Et Raphaël devait d'abord s'assurer que Louise se souvienne de l'homme qu'elle avait laissé derrière elle. Le virement des 20 000 € a été effectué en moins d'1 heure. L'argent de Raphaël n'avait pas le temps d'attendre les processus bancaires habituels. Quand il voulait quelque chose, même un simple rendez-vous forcé avec son ex-femme, l'infrastructure de sa fortune se mettait en marche instantanément. Alba, dans le salon, était occupée à sélectionner des images pour un post Instagram sponsorisé. Elle n'avait rien remarqué de l'agitation intérieure de Raphaël, ni de l'urgence qu'il mettait à manipuler la clinique. Clara, fidèle à elle-même, a rappelé à 19 h. « C'est arrangé, monsieur Mercier. Le directeur de la clinique Saint-Augustin, un certain monsieur Dubois-Ferrand, est ravi. Il a trouvé votre geste d'une rare générosité. » Raphaël était à son bureau, les lumières tamisées. Il regardait le dossier de Jules Moreau, l'enseignant étalé sur le bois. Et Louise Dupont, elle a été informée. Elle sera présente demain à 14 h pour la remise symbolique. Le directeur a insisté sur l'importance de reconnaître le personnel qui maintient l'excellence de l'établissement. Parfait. Dois-je vous accompagner? Non, Clara. Je m'en occupe personnellement. Et trouvez-moi une excuse pour Alba. Une réunion avec un conseiller fiscal à Neuilly. Quelque chose de rapide et d'ennuyeux. Le lendemain, Raphaël a mis un costume, mais pas celui de PDG. Un costume gris, sobre, qui ne criait pas la richesse, mais la disait à voix basse. Il voulait être présentable, mais pas ostentatoire. Il voulait que Louise le voie, non pas comme un échec du passé, mais comme une réussite qu'elle avait bêtement rejetée. Il a dit à Alba qu'il devait régler une urgence fiscale. Alba a à peine levé les yeux de sa manucure. « Tant que tu es de retour pour le dîner. Les Van der Valk viennent et la truffe du Piémont a été livrée ce matin. »« Bien sûr, Alba, a-t-il menti. Il a pris sa S-Class, mais cette fois,
Il a demandé au chauffeur de rester dans la voiture. Il voulait entrer seul. À 14 heures précises, il était dans le hall feutré de Saint-Augustin. Cette fois, il n'était pas un patient. Il était un bienfaiteur. La différence était palpable dans la déférence du personnel. Le directeur, Monsieur Dubois-Ferrand, un homme en queue de pie qui ressemblait plus à un maître d'hôtel qu'à un gestionnaire d'hôpital, l'a accueilli avec une poignée de main chaleureuse. « Monsieur Mercier, quel honneur! Votre générosité est une bouffée d'air frais. » Raphaël a souri poliment. Il détestait les flatteries, mais il les utilisait. C'est la moindre des choses. J'ai été très bien soigné hier, et je crois qu'il est important de reconnaître les gens qui sont en première ligne. Ils ont été conduits dans un petit salon de réception à l'écart. Il y avait une table basse, des fleurs et une bouteille d'eau minérale. Une atmosphère de club privé, mais avec l'odeur légère de l'aseptisant. Monsieur Dubois-Ferrand a regardé sa montre. L'infirmière Dupont devrait arriver d'une minute à l'autre. Elle est en fin de service. Raphaël a senti son cœur battre un peu plus vite. Il avait anticipé cette rencontre. Il l'avait planifiée, mais l'idée de la revoir, de devoir jouer un rôle devant elle, lui donnait une étrange sensation d'excitation nerveuse. La porte s'est ouverte. Louise est entrée. Elle portait son uniforme bleu et le ventre était, si possible, encore plus impressionnant que la veille. Elle avait l'air épuisée, mais elle s'était visiblement forcée à se composer un visage professionnel. Elle a aperçu Raphaël et un éclair de compréhension mêlé de colère sourde a traversé son regard. « Madame Dupont, entrez !» a lancé le directeur avec un enthousiasme forcé. Louise est restée figée un instant, puis elle a avancé. Elle n'a pas regardé Raphaël. Elle regardait le directeur. « Monsieur Dubois-Ferrand. Raphaël, je vous présente Louise Dupont. Louise, voici Monsieur Raphaël Mercier, l'un de nos patients de la veille. » Raphaël a tendu la main, jouant le rôle de l'homme d'affaires courtois. « Enchanté, mademoiselle Dupont. » Elle a hésité, puis a serré sa main rapidement, le contact étant aussi bref et froid que possible. « Monsieur Mercier. » Le directeur a commencé son discours, une litanie de remerciements sur l'importance de l'investissement dans le matériel médical et la reconnaissance du travail accompli. Raphaël n'écoutait pas. Il regardait Louise. Elle se tenait droite, les mains croisées sous son ventre comme un bouclier. Elle n'avait pas l'air impressionnée par le chèque que M. Dubois-Ferrand brandissait à moitié. Elle avait l'air agacée. Et c'est grâce à l'efficacité et au professionnalisme de Madame Dupont, ainsi que de toute notre équipe, que M. Mercier a décidé de faire ce don significatif de 20 000 €, a conclu le directeur avec un geste théâtral. Louise a forcé un sourire, mince et sans joie. « C'est très généreux de votre part, Monsieur Mercier. C'est sincère, a insisté Raphaël, sa voix portant juste assez pour ignorer le directeur. J'ai apprécié votre attention. Le mot attention était chargé. Il ne parlait pas de la prise de sang. Il parlait de la confrontation, de la vérité qu'elle lui avait jetée au visage. Le directeur a donné à Louise une enveloppe contenant un certificat de reconnaissance et le chèque qui bien sûr était au nom de la clinique, mais dont la remise était symboliquement liée à elle. Nous allons maintenant vous laisser un instant, si vous le permettez, Monsieur Mercier, juste le temps que Madame Dupont signe quelques documents administratifs. Bien sûr, a dit Raphaël, mais je crois que j'ai un document de suivi à signer moi aussi, concernant mon traitement d'hier. Un formulaire d'évaluation de la qualité du service. Monsieur Dubois-Ferrand a hésité, visiblement décontenancé par la demande d'un formulaire d'évaluation qui n'existait probablement pas, mais il ne pouvait pas refuser un donateur de cette taille. « Ah oui, bien sûr. Louise, pouvez-vous assister, Monsieur Mercier ?»« Oui, Monsieur le directeur, » a dit Louise, sa voix plate. Le directeur est sorti, refermant la porte. Le silence est retombé, lourd et immédiat. Raphaël s'est approché de la table, posant ses mains sur le dossier. Il regardait Louise. « 20 000 €. Tu aurais pu t'acheter une belle voiture avec ça. » Louise a posé l'enveloppe. « Je n'ai pas besoin d'une belle voiture, Raphaël. Et cet argent ira acheter un nouvel équipement pour l'unité de soins intensifs. C'est la seule chose qui compte. Tu détestes que je sois généreux. »« Je déteste que tu utilises ta générosité comme une arme, » a-t-elle corrigé, la fatigue visible dans les plis autour de ses yeux. « Tu sais très bien pourquoi tu as fait ça. Pourquoi ? Tu ne supportes pas de ne pas être le centre de l'attention, et tu ne supportes pas l'idée que j'ai refait ma vie sans avoir besoin de ton argent, ou de toi. » Raphaël a ressenti une piqûre de vérité. Il s'est assis, défaisant le bouton de sa veste. « Quand je t'ai vu hier, j'ai eu l'impression d'être un étranger. Tu es mon ex-femme. Nous avons passé 7 ans ensemble. Et tu es là, sur le point d'accoucher, et je n'en savais rien.
C'est exactement ce que je voulais, Raphaël. L'oubli. J'ai effacé ma vie avec toi. J'ai changé de nom. J'ai coupé les ponts. Et tu as trouvé un enseignant. Le mépris dans sa voix était à peine voilé. Louise a haussé un sourcil, le geste familier lui rappelant soudain l'intimité qu'ils avaient à partager. Jules est un homme bien, Raphaël. Il est présent, il est honnête. Il est tout ce que tu n'as jamais été. Il est pauvre, Louise. Il est riche de ce qui compte. Il donne son temps, son cœur à des enfants qui en ont besoin, pas à des conseils d'administration qui ne pensent qu'à la marge. Raphaël a souri un sourire sec. Tu es toujours aussi idéaliste. Ça ne paie pas les factures, l'idéalisme. C'est pour ça que je travaille ici, Raphaël. Parce que j'aime ce que je fais. Mais je sais aussi que la réalité existe. Mais au moins, je ne rentre pas chez moi dans un mausolée froid avec une femme qui regarde sa montre pour savoir quand elle peut partir en dégustation de vin. La remarque sur Alba l'a frappée. Elle avait vu clair dans son mariage en 1 minute de conversation. Alba est une femme qui me soutient. Alba est un accessoire de luxe, Raphaël. Une femme qui ne pose pas de questions. Tu as remplacé une personne qui t'aimait par une personne qui admire ton compte en banque. Raphaël s'est levé, sa patience s'épuisant. Et Jules, il t'aime, lui? Ou il est juste content d'avoir une infirmière qui travaille pour deux pendant qu'il donne des cours de soutien? Louise a posé ses mains sur la table, s'appuyant légèrement pour soulager son dos. Elle le regardait avec une pitié qu'il ne supportait pas. Jules est le père de mon enfant, Raphaël. Il est l'homme qui m'a donné ce que tu as toujours refusé de me donner. Et il est plus homme que tu ne le seras jamais, parce qu'il n'a pas besoin de manipuler les gens avec son portefeuille pour se sentir important. Le mot « enfant » est revenu le frapper de plein fouet. « Arthur » a-t-il dit, le nom lui laissant un goût amer. « Oui, Arthur. Et vous êtes marié ?» Elle a regardé son annulaire, le petit anneau d'or. « C'est mon choix de vie, Raphaël. Ça ne te regarde pas. Je veux te revoir, Louise. Vraiment te revoir, pas ici. » La réponse est non, tu as Alba, tu as ton empire. Laisse-moi ma vie. Elle a pris le certificat et l'a glissé dans son sac. Elle était prête à partir. Raphaël a fait un pas vers elle. « Tu crois que je vais te laisser disparaître à nouveau? Je t'ai cherché pendant des mois après le divorce. Tu ne m'as pas cherché, Raphaël. Tu as envoyé ton assistante. Il y a une différence. » Elle avait raison. Il avait toujours délégué la difficulté émotionnelle. « Je ne le ferai plus. Je suis désolé, Louise, pour tout. » Elle a secoué la tête. « C'est trop tard pour les excuses, et ça ne change rien. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois rentrer. J'ai un rendez-vous avec la sage-femme dans 1 heure et Jules m'attend pour m'emmener. » Jules. Encore ce nom. L'homme qui prenait soin d'elle. Raphaël a senti la jalousie monter, brûlante. Il ne pouvait pas accepter que cet homme ait tout ce qu'il avait désiré en secret. « Dis à Jules que je veux le rencontrer. » Louise a éclaté de rire. C'était un rire amer. Pour lui proposer de racheter son école? Pour lui donner des conseils boursiers? Il n'a rien à faire avec toi, Raphaël. Je veux juste comprendre. Je veux savoir comment tu as pu être heureuse avec si peu. Ce n'est pas si peu, Raphaël. C'est tout. Et tu ne comprendras jamais. Elle a contourné la table, se dirigeant vers la porte. Elle était sur le point de sortir de sa vie une 3e fois. Je suis un patient de la clinique, Louise. Je peux revenir quand je veux. Je peux insister pour que tu sois mon infirmière. Elle s'est arrêtée, la main sur la poignée. Si tu fais ça, je démissionne. Et je disparais cette fois pour de bon, dans un autre pays. Pense à ton futur enfant, Raphaël. Ne gâche pas ta vie à essayer de gâcher la mienne. Elle est sortie sans un regard en arrière. Raphaël est resté seul dans le salon, le silence de l'argent résonnant autour de lui. Il avait forcé la rencontre, il avait eu la confrontation, et il avait perdu. Il était ressorti plus vide qu'il n'était entré. Il a pris son téléphone et a appelé Clara. Il n'avait plus besoin d'excuses pour Alba. Il avait besoin d'une stratégie. « Clara, j'ai besoin de savoir quel est l'emploi du temps de Jules Moreau, ses heures de travail, ses déplacements. Je veux une carte de son quartier. Je veux tout. Monsieur Mercier, vous êtes sûr? C'est une démarche très personnelle. C'est une démarche nécessaire, Clara. Je dois avoir une conversation avec lui. Je m'en occupe. » Raphaël a quitté la clinique, le chèque de 20 000 € ayant servi uniquement à confirmer l'étendue de sa solitude. De retour rue de Varennes, l'ambiance n'avait pas changé. Alba était en pleine répétition de son dîner, discutant des vins avec le sommelier. Elle a à peine enregistré son retour. « Alors, tes impôts, c'est réglé ?»« Oui, c'est réglé. »« Parfait. Tu peux t'occuper du plan de table. Je crois que Madame Van der Valk ne supporte pas d'être assise à côté de l'ambassadeur. »
Raphaël a regardé le plan de table, cette petite carte des égaux qu'il devait manager. Il a déchiré la feuille et l'a jetée dans la corbeille. « Fais ce que tu veux, Alba. Je ne serai pas là pour le dîner. »« Quoi ? Mais tu as dit, j'ai un imprévu. » Un vrai cette fois. Il est monté à l'étage, laissant Alba stupéfaite. Il a enfilé des vêtements de sport, pris un sac de voyage et a appelé son chauffeur. Direction le 18e arrondissement. « Mais monsieur, la voiture est blindée. C'est difficile de passer inaperçu là-bas. Alors, vous me déposez à la station de métro la plus proche et vous rentrez. » Une demi-heure plus tard, Raphaël était seul au milieu de la foule de Montmartre. Il avait le dossier de Jules Moreau sur son téléphone. L'adresse, la photo. Il a marché jusqu'à la petite rue pavée. Il a trouvé l'immeuble de Louise. Il était 18 heures. Jules devait être rentré. Raphaël s'est posté dans un angle de rue, sous l'auvent d'un fleuriste fermé. Il regardait la façade de l'immeuble. Il imaginait la vie à l'intérieur, la préparation du dîner, la conversation simple, l'attente, l'amour. Il s'est senti ridicule. Il était l'homme le plus puissant de son cercle, et il était là, à espionner la vie d'un enseignant. Le téléphone a vibré. Clara. Elle avait les horaires de Jules. Jules Moreau travaille jusqu'à 16h30. Il a un cours de musique bénévole pour les adolescents du quartier de 19h à 20h30, 2 fois par semaine. Il y va à vélo. Raphaël a regardé sa montre. Il avait 1h30. Il a vu une ombre bouger à l'une des fenêtres du 3e étage. Une lumière s'est allumée. Il a imaginé Louise épuisée, se reposant avant l'arrivée de Jules. Il ne pouvait pas attendre. Il devait agir maintenant, avant que Jules ne parte pour son cours de musique. Il a traversé la rue et s'est dirigé vers la porte en bois. Il a cherché les noms sur les boîtes aux lettres. Dupont-Moreau, c'était là. Il a appuyé sur l'interphone. Sa main tremblait légèrement. « Oui ?» a répondu une voix d'homme, calme et posée. C'était Jules Moreau. Raphaël a pris une inspiration, jouant la carte du professionnel, celle qui lui était la plus naturelle. « Bonjour, monsieur Moreau. Je suis Raphaël Mercier. J'ai besoin de vous parler d'une question urgente concernant Louise. C'est important. » Le silence à l'autre bout a duré quelques secondes qui ont paru une éternité. « Raphaël Mercier, vous êtes celui qui est venu à la clinique ?»« C'est exact. Je suis son ex-mari et je crois que nous devons avoir une discussion. » Raphaël s'attendait à ce que Jules claque le combiné qu'il le renvoie, mais l'homme est resté calme. « Elle est fatiguée, monsieur Mercier. Elle ne peut pas vous recevoir. Je ne suis pas venu pour Louise. Je suis venu pour vous. Et je pense que vous devriez m'écouter. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser, surtout en cette période. » C'était le chantage subtil, l'utilisation de la peur. Raphaël se détestait d'utiliser ces méthodes, mais il n'avait pas d'autre choix. Un soupir a traversé le combiné. « Très bien, ne restez pas dans la rue. 3e étage, sans ascenseur. » Le « sans ascenseur » était un commentaire ironique, une petite pique contre sa propre richesse. La porte a bourdonné. Raphaël est entré. Il a commencé à monter les marches, son cœur battant la chamade. Il n'était plus dans son monde de marbre. Il était dans le monde réel, sur un escalier en bois qui craquait sous ses chaussures de luxe. Arrivé au 3e étage, une porte était entrebâillée. Jules Moreau se tenait dans l'encadrement. Il était en jean et t-shirt, les manches retroussées. Il y avait une odeur de cuisine simple, de basilic et de tomates, qui flottait dans l'air. Il était grand, large d'épaules, et il n'y avait aucune trace d'agressivité ou de surprise sur son visage. Juste une curiosité tranquille et une détermination à protéger son foyer. « Entrez, monsieur Mercier », a dit Jules, sa voix étant à la fois accueillante et ferme. « Mais faites attention aux cartons de couche. » Raphaël est entré. L'appartement était petit, mais lumineux et chaleureux. Des livres partout, des photos encadrées, et au centre de la pièce, une montagne de matériel de puériculture. Et puis, il y avait Louise. Elle était assise sur un canapé usé mais confortable, une couverture sur les jambes, en train de plier de minuscules vêtements. Elle a levé les yeux vers Raphaël, et son regard était un mélange de trahison et de fureur. « Raphaël, mais qu'est-ce que tu fais ici ?»« Il a insisté, Louise, » a dit Jules, sans détourner son regard de Raphaël. « Il a dit que c'était urgent. » Jules a fait un geste vers un fauteuil. « Asseyez-vous, monsieur Mercier. Et maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui est si urgent que vous deviez venir ici sans prévenir déranger ma femme enceinte ?» Raphaël était pris de court. Il avait imaginé une confrontation entre mâles, une bagarre pour le territoire. Il avait imaginé un homme faible, intimidé par sa présence. Au lieu de ça, il y avait un homme posé qui parlait avec l'autorité sereine de quelqu'un qui n'avait rien à prouver.
Louise, je suis désolé, a dit Raphaël, ignorant Jules pour un instant. Je devais te parler. Tu m'as tout dit à la clinique, a-t-elle sifflé. Tu as acheté ton chemin jusqu'à moi, et maintenant tu t'introduis chez moi. Jules s'est assis à côté de Louise, posant une main réconfortante sur son épaule. Ce petit geste d'intimité, simple et public, était une déclaration de propriété que Raphaël ne pouvait pas ignorer. « Parlez-moi, monsieur Mercier », a dit Jules calmement. « Qu'avez-vous à dire ?» Raphaël a regardé les deux, le couple uni par l'attente et la simplicité. Il a senti le sol se dérober sous ses pieds. Son plan basé sur l'intimidation et l'argent s'était effondré face à la réalité de leur bonheur. « Je suis venu pour m'assurer que vous preniez soin d'elle », a bafouillé Raphaël. Jules a souri, non pas par moquerie, mais par amusement. « Vous voyez la montagne de couches là-bas? Je monte les 3 étages avec les sacs de course. Je la force à se reposer. Je suis à la maison, à l'heure précise. Nous sommes très heureux, monsieur Mercier, et nous n'avons pas besoin de votre validation. Vous ne comprenez pas qui je suis, a dit Raphaël, la voix se faisant dure. Je peux vous aider. Je peux vous donner une meilleure vie. Une vie où Louise n'aura pas besoin de travailler enceinte. » Jules a regardé Louise, puis est revenu à Raphaël, son sourire s'effaçant. « Nous avons la meilleure vie possible, monsieur Mercier. Une vie pleine. Nous n'avons pas besoin de votre aide, et encore moins de votre pitié. Je suis le père de remplacement que vous n'avez jamais pu avoir, » a affirmé Raphaël, se laissant emporter par la colère. Jules s'est levé lentement. Il était plus grand que Raphaël, et dans cet appartement exigu, sa stature était imposante. « Je suis le père d'Arthur, et je suis le mari de Louise. Vous n'êtes rien ici, monsieur Mercier, rien qu'un souvenir désagréable. Maintenant, vous allez partir, et vous ne reviendrez jamais. Si vous osez déranger Louise une seule fois de plus, ou si vous essayez d'interférer avec mon travail, je vous assure que je ferai tout pour que vous regrettiez d'avoir mis les pieds ici. » Raphaël, habitué à ce que les menaces soient toujours de son côté, s'est senti glacé. Il a regardé Louise. Elle avait les larmes aux yeux, mais elle hochait la tête en direction de Jules, confirmant sa position. « Va-t'en, Raphaël, » a dit Louise, sa voix tremblante. Il s'est levé, vaincu. Il n'avait rien gagné sauf la confirmation qu'il avait tout perdu. Il a marché vers la porte, s'arrêtant un instant. « Félicitations pour Arthur. » Jules n'a pas répondu. Il a ouvert la porte. Raphaël est sorti, sentant le regard de Jules sur son dos, jusqu'à ce qu'il soit sur la dernière marche. Il est sorti dans la rue, l'air frais de la fin de journée le frappant. Il s'est dirigé vers le premier taxi qu'il a trouvé, se sentant malpropre, déplacé. Il avait vu la vérité. Louise était heureuse. Elle était protégée. Et l'homme qui la protégeait n'avait pas besoin d'un compte en banque à 8 chiffres pour le faire. Il est monté dans le taxi. Il a donné l'adresse de la rue de Varennes. Il avait perdu la bataille. Mais Raphaël Mercier ne perdait jamais la guerre. Il avait désormais un adversaire réel, Jules Moreau, et il devait trouver un moyen de le vaincre, non pas pour récupérer Louise, mais pour récupérer son propre sentiment de puissance. Il a envoyé un message à Clara. « J'ai changé d'avis. Retrouve-moi tout sur les finances de Jules Moreau. Je veux savoir s'il a des dettes. Je veux savoir s'il y a un point faible. Quelque chose. » Il n'allait pas gâcher la vie de Louise. Il allait juste lui montrer que son choix, son enseignant, était insuffisant face à la force de l'argent. Il allait prouver que l'amour, l'honnêteté, la simplicité, tout cela s'effondrait quand on y mettait assez de pression. La partie venait de commencer. Il avait perdu la bataille. Mais Raphaël Mercier ne perdait jamais la guerre. Il avait désormais un adversaire réel, Jules Moreau, et il devait trouver un moyen de le vaincre, non pas pour récupérer Louise, mais pour récupérer son propre sentiment de puissance. Il a envoyé un message à Clara. « J'ai changé d'avis. Retrouve-moi tout sur les finances de Jules Moreau. Je veux savoir s'il a des dettes. Je veux savoir s'il y a un point faible, quelque chose. » Il n'allait pas gâcher la vie de Louise. Il allait juste lui montrer que son choix, son enseignant, était insuffisant face à la force de l'argent. Il allait prouver que l'amour, l'honnêteté, la simplicité, tout cela s'effondrait quand on y mettait assez de pression. La partie venait de commencer. Assis à l'arrière de la S-Class, Raphaël respirait par à coups, essayant de calmer la fureur qui lui montait au cerveau. Le trajet du 18e arrondissement jusqu'à la rue de Varennes était une descente brutale de la réalité dans l'abstraction. Chaque pas de Jules, chaque mot de Louise résonnait dans le silence feutré de la voiture. Il avait été humilié, non pas par une menace physique, mais par l'autorité morale. Jules n'avait pas élevé la voix.
Il n'avait pas mentionné l'argent de Raphaël. Il avait simplement affirmé son droit d'être là, dans sa maison, avec sa femme, attendant son enfant. C'était une affirmation de possession que Raphaël, malgré tous ses contrats et ses titres de propriété, ne pouvait pas égaler. L'idée de laisser les choses en l'état était inconcevable. Raphaël ne pouvait pas se contenter de repartir en se disant « Tant pis, elle est heureuse ». L'échec de Louise signifiait la validation de sa propre vie. Son bonheur, au contraire, était une sentence. En arrivant devant son hôtel particulier, la façade impeccable lui parut plus que jamais un décor de théâtre. Il entra. Le dîner des Van der Valk était en cours, le bruit des couverts en argent, le rire forcé des invités. Alba l'intercepta immédiatement dans l'entrée, visiblement énervée que son mari fasse une apparition tardive et en tenue de sport. « Raphaël, mais où étais-tu passé ? J'ai dû inventer une histoire de crise au Moyen-Orient pour les Van der Valk. » Je m'en fichais, Alba. Il la regarda, les yeux vides. Elle portait une robe d'une valeur indécente, mais il ne voyait que la frivolité. Il ne voyait pas l'usure, l'attente, la vie. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as l'air malade. » « Je ne suis pas malade, je suis réveillé. » Il monta à son bureau sans un mot de plus pour elle, laissant Alba perplexe au milieu des odeurs de truffes et de vin. Il s'assit à son bureau, ouvrant son ordinateur. Il ignorait les emails urgents et les rapports financiers. Il fixait le mur, attendant le rapport de Clara. L'attente fut courte, comme toujours. À minuit, le fichier est arrivé. Le dossier Moreau était d'une finesse typique de Clara. Il couvrait l'historique de crédit, les déclarations de revenus, les prêts étudiants et même une analyse des donateurs de l'association de musique pour laquelle il travaillait bénévolement. Raphaël a parcouru le document. Jules Moreau n'était pas riche, mais il n'était pas endetté non plus. Il avait un prêt immobilier modeste pour l'appartement du 18e, géré avec discipline. Il y avait un petit compte d'épargne pour les études, probablement pour Arthur. L'argent n'était pas le point faible. Raphaël a zoomé sur la partie professionnelle. Jules était enseignant spécialisé, un poste stable mais peu rémunérateur. Il avait une passion pour la musique et passait ses soirées à encadrer des adolescents en difficulté. Le cours de musique bénévole s'appelait la Corde Sensible, une petite structure qui dépendait de subventions municipales et de quelques donateurs locaux. C'était là. La faille n'était pas financière, elle était émotionnelle et professionnelle. Jules était vulnérable par son engagement. Raphaël ne pouvait pas détruire Jules sans détruire Louise, et il ne voulait pas la blesser directement. Pas encore. Mais il pouvait lui montrer que son nouveau mari était incapable de protéger ce qui lui était cher. Le plan prit forme, froid et précis, comme un plan de rachat hostile. Il ne s'agissait pas de ruiner Jules, mais de le forcer à s'agenouiller, à reconnaître l'autorité supérieure de Raphaël, le pouvoir absolu de l'argent sur l'idéal. Il a décroché le téléphone sécurisé et a appelé son avocat d'affaires, Maître Lambert, malgré l'heure tardive. « Maître, j'ai une nouvelle initiative. Je veux créer une fondation d'urgence pour l'éducation. Maintenant. » Lambert, habitué aux caprices nocturnes de son client, ne broncha pas. « Quel est le domaine, monsieur Mercier ? » « L'aide aux jeunes en difficulté, spécifiquement dans le 19e et le 18e arrondissement. Je veux qu'elle soit opérationnelle en 48 heures. Je veux un conseil d'administration fantoche et je veux un budget initial de 2 millions d'euros. 2 millions, c'est rapide, monsieur Mercier. Quel est l'objectif immédiat ? L'objectif immédiat est de financer des programmes de musique et de soutien scolaire. Je veux que cette fondation soit un rouleau compresseur. Raphaël a expliqué son idée, en évitant soigneusement de nommer Jules Moreau ou la Corde Sensible. Il a parlé de l'optimisation des ressources et de la nécessité de rationaliser l'offre éducative. Son langage était celui des affaires, impénétrable pour un idéaliste. L'idée était simple, créer une structure de financement si massive et si bien dotée qu'elle rendrait obsolète le travail bénévole de Jules. Raphaël allait offrir aux adolescents de Jules un équipement flambant neuf, des bourses, peut-être même des voyages, en échange d'une gestion centralisée des programmes. Jules serait forcé soit de s'intégrer, perdant son autonomie et sa mission personnelle, soit de refuser, semblant égoïste et limitant les opportunités de ses élèves. Raphaël voulait que Jules soit mis au pied du mur par son propre engagement. Je veux que la fondation fasse son entrée en contactant toutes les petites associations de quartier. Et je veux que Jules Moreau, sans que mon nom apparaisse, soit le premier contacté pour une collaboration majeure. Je comprends, monsieur Mercier. Vous voulez une absorption douce mais inévitable. Exactement, maître.
et je veux que l'homme en charge de cette approche soit mon nouveau directeur de communication. Il doit être lisse, professionnel et absolument impitoyable. » Il a raccroché. Le sentiment de vide avait disparu, remplacé par l'adrénaline de la stratégie. Les 48 heures qui ont suivi ont été un tourbillon. Raphaël a délégué toutes ses autres affaires. Il a ignoré les plaintes d'Alba concernant son absence au dîner de gala du musée d'Orsay. Il était absorbé par la création de sa fondation, baptisée ironiquement l'Envol. L'équipe de Maître Lambert a travaillé jour et nuit. Les 2 millions d'euros ont été versés sur un compte séquestre. Le directeur de communication choisi, un certain Léo Vidal, jeune loup aux dents longues, a été briefé. Il ne devait jamais mentionner Raphaël Mercier, mais il devait faire sentir que les fonds étaient illimités. Le plan était de frapper Jules là où il était le plus fier, son indépendance et l'efficacité de son travail de terrain. Le jeudi après-midi, Raphaël était dans son bureau, devant une carte du 19e arrondissement. Il attendait le rapport de Léo Vidal. Le téléphone a sonné. C'était Léo. « Monsieur Mercier, nous avons eu le premier contact avec l'association La Corde Sensible. J'ai rencontré leur coordinateur, un certain Monsieur Moreau. » Raphaël a ressenti une bouffée de satisfaction froide. « Et il est résistant, Monsieur Mercier, très attaché à l'autonomie de sa structure. Nous lui avons proposé d'équiper entièrement sa salle de musique, d'offrir des bourses pour les élèves les plus prometteurs et de prendre en charge tous les frais administratifs. Une offre qui représente au moins 100 000 € la première année. Comment a-t-il réagi? Il a écouté poliment. Il a dit qu'il devait en discuter avec son conseil d'administration. Il a mentionné que l'argent n'était pas sa principale motivation. Un idéaliste manifestement. Raphaël a souri. C'était exactement ce qu'il voulait. Jules ne pouvait pas dire oui sans se vendre, mais il ne pouvait pas dire non sans priver ses élèves d'une opportunité en or. Léo, vous allez redoubler d'efforts. Vous allez lui faire comprendre que ce n'est pas une offre négociable. Soit il accepte l'intégration de son programme sous la bannière de l'Envol, avec tous les bénéfices pour ses élèves, soit nous finançons une structure concurrente juste à côté de la sienne, avec des fonds 10 fois supérieurs. Une menace directe, Monsieur Mercier. Une incitation à la coopération, Léo. Dites-lui que nous avons déjà un local en vue et que nous sommes prêts à débaucher ses meilleurs professeurs si son association ne suit pas le mouvement. Faites-le douter de sa capacité à protéger son travail. Raphaël a raccroché, se sentant maître du jeu à nouveau. Il était de retour sur son terrain, celui où les émotions étaient des variables à manipuler et l'argent, la seule constante. Il devait maintenant attendre la réaction de Louise. Le lendemain, Raphaël a déjeuné seul, Alba étant partie à Milan pour un week-end de shopping. Le silence dans l'appartement était pesant. Il n'y avait pas de bruit de cuisine, pas de musique simple, pas de vie. Juste le tic-tac silencieux d'une horloge ancienne. Il a reçu un appel de Clara. « Monsieur Mercier, j'ai une information non sollicitée concernant Louise Dupont. »« Vas-y. » Elle était en consultation de suivi hier après-midi, à la clinique Saint-Augustin. J'ai un contact là-bas qui m'a dit qu'elle était très tendue. Elle a pleuré après la consultation. Raphaël a serré la mâchoire. Il ne voulait pas qu'elle pleure. Il voulait qu'elle comprenne. Est-ce que ça allait? Le bébé? Tout va bien pour l'enfant, d'après ce que j'ai compris. La sage-femme lui a juste conseillé de se reposer. Et la tension? Elle parlait de problèmes avec l'association de son compagnon. Une histoire de gros financement extérieur qui menaçait de tout reprendre. Raphaël a soupiré. Le plan fonctionnait. Il avait réussi à injecter le stress dans leur vie simple. Parfait, Clara. Continuez à surveiller. Il savait que Louise se tournerait vers Jules. Et que Jules, cet homme fier, devrait affronter Raphaël, non pas en tant qu'ex-mari jaloux, mais en tant que force économique écrasante. Raphaël n'avait pas l'intention d'attendre que Jules cède. Il voulait voir la défaite sur le visage de l'enseignant. Samedi matin, il savait que Jules passait ses matinées à l'école publique où il travaillait pour préparer ses cours. Raphaël s'est rendu dans le 19e arrondissement, un quartier populaire, vibrant, loin des dorures de l'ouest parisien. Il a trouvé l'école, un bâtiment en briques rouges, simple, entouré d'une grille. Il s'est garé discrètement et a attendu. Il n'était pas là pour entrer, juste pour observer le territoire de son adversaire. À 10 heures, Jules est sorti. Il portait un sac à dos et avait l'air préoccupé. Il s'est assis sur un banc à l'extérieur de l'école, sortant son téléphone. Raphaël a mis sa casquette et a traversé la rue, s'arrêtant à une dizaine de mètres, sous un arbre. Il faisait semblant de lire les petites annonces sur un panneau d'affichage. Jules était en train d'appeler.
Raphaël n'entendait pas les mots, mais il voyait la tension sur le visage de Jules. Il se passait quelque chose. Quelques minutes plus tard, Jules a raccroché, l'air abattu. Il a massé son front puis a rangé son téléphone et a commencé à marcher, rapidement, visiblement en colère. C'était le moment. Raphaël l'a suivi, marchant à bonne distance dans les rues du quartier. Jules se dirigeait vers la place des Fêtes. Jules s'est arrêté devant un petit café de quartier qui affichait un panneau « Fermeture exceptionnelle ». Il a poussé la porte, qui a cédé. Raphaël a ralenti. Il s'est approché de la vitrine, faisant semblant d'attendre quelqu'un. À l'intérieur, la lumière était tamisée. Il y avait des chaises empilées. Mais au fond, autour d'une petite table, il y avait deux personnes, Jules et Louise. Louise n'était pas en uniforme. Elle était en jean de grossesse et un pull ample. Elle avait l'air épuisée. Ils étaient en pleine discussion. Raphaël ne pouvait pas entendre distinctement, mais il voyait les gestes. Louise était en larmes. Jules tenait ses mains. Raphaël s'est senti mal à l'aise, un voyeur de leur intimité. Il était en train de détruire ce qu'il avait désiré. Il a entendu quelques mots, portés par le silence du café. « C'est de ma faute, Louise. J'aurais dû accepter... » « Non, Jules, ne dis pas ça, c'est Raphaël, je suis sûr que c'est lui. » Le nom de Raphaël, prononcé avec cette certitude douloureuse, était comme un coup de poing. « Il ne peut pas faire ça, » a dit Jules, la voix plus forte. « C'est de l'intimidation. »« Je n'ai rien fait de mal. » « Il ne s'agit pas de faire le mal, Jules. Il s'agit de gagner. Il ne supporte pas d'avoir été rejeté. Et il utilise son argent pour nous forcer à plier. » Raphaël s'est éloigné de la vitrine, le cœur serré. Il avait réussi à planter la graine du doute et du stress. Il les avait forcés à se battre contre lui au lieu de se préparer pour leur enfant. Il a tourné le coin de la rue, s'arrêtant un instant pour reprendre son souffle. Il devait intervenir. Il devait faire en sorte que Jules le rencontre seul. Il a sorti son téléphone et a envoyé un message direct à Jules Moreau. Il avait le numéro dans le dossier de Clara. « Jules, rencontrons-nous, ce soir, 19h, Café Le Dôme, Montparnasse. Seul. Si tu veux que je lève le pied sur la corde sensible. » Il a rangé son téléphone et est reparti. Il n'y avait pas de place pour la négociation. C'était un ultimatum. Raphaël est rentré, a pris une douche froide et s'est préparé pour la confrontation. Il a choisi un costume sombre, une armure. À 18h, il était en route pour Montparnasse. Le Dôme était un classique parisien, luxueux et discret. Un lieu de pouvoir, loin de l'ambiance familiale du 18e. Il s'est assis à une table dans un coin, commandant un verre d'eau gazeuse. Il était là pour travailler, pas pour boire. 19h05. Jules est arrivé. Il portait le même jean et un blouson simple. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux brûlaient d'une colère contenue. Jules s'est tenu debout, refusant de s'asseoir. « Je suis là, monsieur Mercier. Qu'est-ce que vous voulez ?» Raphaël a fait un geste vers la chaise. « Asseyez-vous, Jules. Nous allons parler affaires. » Jules s'est assis lourdement, les mains posées sur la table. « Louise sait que vous êtes derrière cette histoire de fondation. Elle sait que vous essayez de me détruire professionnellement pour vous venger d'elle. » Raphaël a souri, un sourire de requin. « Vengeance est un mot fort. Je préfère parler de réalignement stratégique. Louise a fait un choix. Elle a choisi la simplicité. Moi, je lui montre que la simplicité est fragile. « Vous êtes un homme pathétique, » a dit Jules, la voix basse, mais tranchante. « Vous avez tout l'argent du monde, et vous passez votre temps à essayer de briser la vie d'un couple qui ne vous a rien fait. Vous m'avez pris ma femme, Jules. Ou du moins, vous avez pris la vie qu'elle aurait pu avoir avec moi. Elle est partie, Raphaël. Elle est partie parce que vous étiez un homme vide. Je ne l'ai pas volée, je l'ai trouvée, et je l'ai aimée. » Raphaël a ignoré la piqûre. La corde sensible est une petite association, Jules. Elle est vulnérable. L'envol peut l'écraser en un mois. Je peux vous garantir que vos élèves auront tout ce dont ils rêvent. Du matériel, des voyages, des opportunités, tout ce que vous ne pouvez pas leur donner avec vos subventions municipales. Jules a regardé Raphaël, la haine dans ses yeux. Vous ne comprenez pas. Ces enfants ont besoin de plus que de l'argent. Ils ont besoin de continuité, de confiance. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un se soucie d'eux sans vouloir acheter leur âme. Laissez l'âme au prêtre. Je parle de réalité. Vous allez avoir un enfant. Louise doit se reposer. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous battre contre moi. Acceptez de fusionner avec l'envol. Vous gardez votre poste, vous touchez un salaire décent et vous vous occupez de votre famille. Je vous garantis que vous ne manquerez de rien.
Raphaël sortit de sa poche un chèque. Il le posa sur la table. 50 000 €. Un bonus pour la transition. Jules a regardé le chèque, puis Raphaël. « Je n'ai pas besoin de votre argent. C'est pour votre famille, Jules. Pour Arthur. Pensez à Louise. Le stress n'est pas bon pour elle en ce moment. C'était la menace ultime, l'utilisation de l'enfant à naître. » Jules a pris le chèque du bout des doigts et l'a déchiré en 2, puis en 4, puis en 8, laissant les morceaux tomber sur la table. « Je vous l'ai dit à la maison, Raphaël. Vous ne m'impressionnez pas. Vous voulez de l'argent? Je n'en ai pas. Vous voulez me faire peur? Louise et moi, nous nous en sortirons. Nous avons l'habitude de la difficulté. » Raphaël, stupéfait par la fermeté du refus, s'est penché en avant. « Vous faites une erreur, Jules. Une erreur que vous allez regretter. Je vais détruire votre association. Je vais faire en sorte que tous vos élèves aillent chez moi. Vous n'aurez plus rien. Et Louise vous en voudra d'avoir été trop fière pour accepter l'aide. » Jules s'est levé, son regard balayant le restaurant, puis se fixant sur Raphaël. « Vous avez une vie de mensonge, Raphaël. Vous êtes un homme seul, et vous ne gagnerez pas contre nous, parce que nous avons quelque chose que vous ne pouvez pas acheter. » Jules a tourné les talons et est parti, laissant Raphaël seul au milieu des miettes de chèque. Raphaël était en rage. Il avait utilisé son meilleur atout, et il avait été rejeté. Cet enseignant, cet homme sans ambition, était plus fort que lui. Il a appelé son directeur de communication, Léo Vidal. « Léo, change de stratégie. Oublie la fusion, nous passons à l'agression directe. Je veux que l'Envol lance son programme de musique lundi matin, dans un local flambant neuf à 200 mètres de la Corde Sensible. Je veux que vous fassiez une offre de salaire 3 fois supérieure à tous les bénévoles de Jules. Et je veux que vous inondiez le quartier de flyers, promettant monts et merveilles. » « Mais monsieur Mercier, c'est une guerre ouverte. C'est une guerre que je dois gagner, Léo, maintenant exécutée. » Raphaël a jeté un billet sur la table et est sorti. Il n'avait plus le temps de la finesse. Il devait écraser Jules, rapidement, avant qu'Arthur n'arrive. Il est rentré en S-classe, la tête pleine de bruit. Il ne voyait plus les immeubles haussmanniens. Il ne voyait que le visage de Louise, triste et épuisé. Il ne voulait pas la rendre malheureuse. Il voulait la rendre dépendante. Arrivé rue de Varennes, il a trouvé Alba dans le salon, revenant de Milan, une pile de sacs Hermès à ses pieds. « Enfin, tu es là! J'ai trouvé une merveilleuse bague. Regarde !» Raphaël a regardé la bague, massive, qui brillait sous la lumière du lustre. « Elle est belle, Alba. Elle est parfaite pour la soirée de la fondation. D'ailleurs, tu ne devrais pas faire un don à une cause plus prestigieuse. Les associations de quartier, c'est tellement petit. » Raphaël l'a regardé. Il savait qu'il n'y avait aucune malice dans ses propos, juste une ignorance absolue. Les choses qui comptent, Alba, sont souvent très petites. Il est monté se coucher, il a dormi seul, sans Alba. Et il a rêvé de Louise, pas de leur passé, mais d'elle, en tenue d'infirmière, le regard rempli de déception, et de Jules Moreau, souriant devant le carton de couche. Le dimanche matin, la guerre a commencé. Les premiers rapports de Léo Vidal sont tombés. Le quartier du 19e était couvert d'affiches « L'Envol ». L'offre était si généreuse qu'elle était indécente. Les élèves de Jules étaient déjà en train de se demander s'ils devaient changer de camp. Raphaël a souri. Il avait touché le nerf. Il a envoyé un dernier message à Clara. « Je veux le numéro de téléphone personnel de Louise Dupont. Je veux pouvoir la joindre directement, sans passer par Jules. » Clara, sans poser de questions, a livré le numéro en 5 minutes. Raphaël a regardé le numéro sur son écran. Il pouvait appeler. Il pouvait lui dire d'arrêter Jules, de le raisonner, d'accepter la richesse au lieu de la fierté. Mais il n'a pas appelé. Il voulait que la pression monte. Il voulait que Jules, désespéré, vienne le supplier. Il a attendu. Lundi matin, Léo Vidal a confirmé que 3 des bénévoles de Jules avaient accepté des postes bien rémunérés chez l'Envol. L'association de Jules était en train de se vider. Raphaël était en réunion téléphonique, discutant d'une fusion à Singapour, mais son esprit était ailleurs. Le téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Il a regardé l'heure. 11 heures. Il a décroché. Sa voix calme et professionnelle. « Oui, c'est Louise. » Sa voix était faible, brisée par la fatigue et la colère. Raphaël a coupé la communication à Singapour. « Louise, je t'attendais. Qu'est-ce que tu fais à Jules ?» a-t-elle demandé, sans préambule. « Tu es en train de lui prendre tout ce qu'il a construit. Tu es en train de nous détruire. Je te donne le choix, Louise. C'est toi qui as commencé en m'ignorant. Dis à Jules d'arrêter de jouer les héros, d'accepter mon aide. L'argent est là pour vous donner la sécurité avant l'arrivée d'Arthur. Non,
C'est pour nous ôter notre dignité. Tu as gagné, Raphaël. Tu nous as rendus misérables. Mais je t'en prie, arrête. Jules ne dort plus. Il se bat pour ses enfants, ses élèves. Raphaël a senti une victoire amère. Il avait réussi à la faire plier. Alors dis-lui d'appeler Léo Vidal et d'accepter la fusion. Je veux une réponse avant ce soir. Sinon, je double le budget de la fondation et j'attaque aussi son école. Un silence. Puis Louise a parlé, sa voix pleine de larmes. Tu es un monstre. Je suis juste un homme qui essaie de rattraper son erreur, Louise. Et mon erreur, c'était de te laisser partir avec rien. Maintenant, tu auras tout. Il a raccroché. Il s'est assis, le cœur battant. Il avait gagné. Il attendait l'appel de Jules. Mais l'appel n'est pas venu. À 18h, Clara a rappelé, visiblement agitée. « Monsieur Mercier, j'ai une nouvelle. Louise Dupont est à la clinique Saint-Augustin. En urgence. » Raphaël s'est levé, le sang se retirant de son visage. « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je ne sais pas, monsieur, mais Jules Moreau l'a emmené. Et d'après mon contact, c'est imminent. L'accouchement. » Raphaël a regardé par la fenêtre, le ciel de Paris s'assombrissant. Il avait poussé trop loin. Il avait provoqué le drame. Il a saisi ses clés de voiture. « Annule tout, Clara. Je dois aller à Saint-Augustin. Maintenant. » Il courait. Il ne pensait pas à Alba ni à sa fortune. Il pensait à Louise, seule et effrayée dans la clinique. Et il savait qu'il était le seul responsable. Il devait être là. Il devait s'assurer qu'elle et Arthur aillent bien. Il n'avait pas le choix. Il courait. Il ne pensait pas à Alba ni à sa fortune. Il pensait à Louise, seule et effrayée dans la clinique. Et il savait qu'il était le seul responsable. Il devait être là. Il devait s'assurer qu'elle et Arthur aillent bien. Il n'avait pas le choix. Il a forcé son chauffeur à ignorer le code de la route. La S-Class blindée a fendu le trafic parisien, mais chaque feu rouge était une torture. Raphaël sentait que chaque minute perdue était une preuve supplémentaire de son égoïsme. Quand il est arrivé à Saint-Augustin, il a sauté de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement immobilisée. Il est entré dans le hall, non pas par l'entrée discrète des patients VIP, mais par l'accueil principal. « Louise Dupont. Où est Louise Dupont ?» a-t-il lancé à la réceptionniste, sa voix forte résonnant dans le marbre. La femme, surprise par l'agressivité du milliardaire, a balbutié « Elle est en salle de travail, monsieur. Étage 2. Salle B. » Raphaël a couru vers les ascenseurs, mais l'attente était insupportable. Il a pris les escaliers, montant 2 marches à la fois, le cœur battant dans sa poitrine. Il avait l'impression que son costume pesait 1 tonne. Au 2e étage, le couloir était calme, mais l'atmosphère était différente. Plus clinique, moins feutrée. Il a trouvé la zone des salles de travail. Jules Moreau était là. Il était assis sur une chaise en plastique, le dos voûté, les mains serrées sur ses genoux. Il portait toujours les mêmes vêtements que le matin, son t-shirt légèrement froissé. Il regardait le sol attendant. Jules a levé les yeux quand il a entendu la course de Raphaël. Son visage était ravagé par l'inquiétude, mais quand il a vu Raphaël, une fureur froide a immédiatement pris le dessus. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» a demandé Jules, se levant. Raphaël a ralenti, reprenant son souffle. Il n'y avait plus de stratégie, plus de façade. Je suis venu pour m'assurer qu'elle allait bien. » Vous assurer? C'est vous qui l'avez mise dans cet état. Vous avez injecté votre poison dans notre vie, et maintenant, vous vous étonnez que le corps réagisse? Je suis désolé, Jules. Je ne voulais pas que ça aille si loin, je voulais juste... Vous vouliez quoi, Raphaël? Que je m'agenouille et que je vous remercie de vouloir acheter ma dignité? Louise est là, à cause de votre ego pathétique. Raphaël a senti la honte le submerger. Il était le puissant, mais il était le coupable. Je vais arrêter l'agression de la fondation, je vais retirer tous les fonds, je vais... Taisez-vous, a coupé Jules. Gardez votre argent. Il ne sert à rien ici. Il n'achète pas la santé. Il n'achète pas la paix. Il n'achète pas un siège à côté de la femme que vous aimez. Raphaël a reculé, frappé par la justesse de la remarque. Il regardait la porte fermée de la salle de travail B. Il entendait un bruit lointain, un cri étouffé. « Je veux la voir », a murmuré Raphaël. « Vous ne la verrez pas. Vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes l'étranger. » Jules s'est rassis, tournant le dos à Raphaël, son corps formant une barrière silencieuse mais infranchissable. Il était le gardien, le père. Raphaël est resté là, debout, inutile. Son costume, ses milliards, ne lui donnaient aucun privilège dans ce couloir. Il était réduit à l'attente anxieuse, comme n'importe quel autre homme. Le temps s'est étiré, lent et douloureux. Raphaël revoyait le visage de Louise, son rire dans la maison des associations.
Il se souvenait de la terreur dans sa voix au téléphone. Puis la porte de la salle B s'est ouverte. Une sage-femme, le visage fatigué mais souriant, est apparue. « Monsieur Moreau, félicitations. C'est un petit garçon. Arthur est arrivé. » Jules s'est levé, le visage transformé par une joie pure et non filtrée. Il a hoché la tête, tremblant. « Ils vont bien ? Ils vont très bien. Vous pouvez venir. » Jules a fait un pas vers la porte, puis il s'est arrêté. Il s'est tourné vers Raphaël. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, juste une immense pitié. « Vous avez eu votre réponse, monsieur Mercier. Maintenant, partez. Laissez-nous vivre. » Jules est entré dans la salle, refermant doucement la porte derrière lui. Raphaël a entendu le silence d'une famille qui vient de se créer, un silence qui l'excluait totalement. Il n'y avait pas de place pour lui dans ce bonheur. Il a marché lentement vers les escaliers. Il n'a pas regardé en arrière, il avait compris. Il avait tout perdu non pas au moment du divorce, mais au moment où il avait décidé que sa richesse valait plus que la vie qu'il partageait avec Louise. Il est descendu, chaque marche un pas de plus dans sa solitude. Arrivé au rez-de-chaussée, il a sorti son téléphone. Il a appelé Léo Vidal. Léo annule tout, tous les fonds, toutes les campagnes publicitaires, toutes les offres aux bénévoles. La fondation L'Envol est mise en sommeil immédiatement. Je veux qu'elle disparaisse du paysage du 19e arrondissement avant demain matin. Mais monsieur Mercier, c'est une perte sèche de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est un coup d'apprentissage, Léo, faites-le. Et assurez-vous que la corde sensible reçoit un message anonyme garantissant que toute interférence extérieure est terminée. Il a raccroché et a marché vers l'extérieur. Le chauffeur attendait, inquiet. « Rue de Varennes, monsieur. » Raphaël a hésité. « Rue de Varennes. Alba. La truffe. Le vide. »« Non. Conduisez-moi à la Seine. Et arrêtez-vous près du pont Neuf. » Il s'est assis à l'arrière de la voiture. Il a regardé le luxe de sa vie défiler. Il avait un empire, mais il n'avait plus de foyer. Il a envoyé un dernier message à Clara. Louise Dupont a accouché. Un garçon, Arthur. Je veux que vous fassiez un virement anonyme de 5 000 € sur son compte. Sous le motif « Félicitations pour la reprise du travail » et je ne veux plus jamais entendre parler de Louise Dupont ou de Jules Moreau. Fin du dossier. Il a rangé son téléphone. Il n'attendait pas de réponse. Quand la S-Classe s'est arrêtée près du pont Neuf, Raphaël est descendu. Il a regardé l'eau noire de la Seine couler lentement. La ville était magnifique, indifférente à sa misère. Il était Raphaël Mercier, le milliardaire. Il avait tout, sauf l'essentiel. Il n'avait plus mal au ventre. Juste un froid lancinant dans l'âme. Il a fait signe au chauffeur. « Rentrons. » Et il est monté dans sa cage dorée, seul. Le luxe n'avait jamais été aussi lourd.